Bienvenue. L'émission Bibliothèque Médicis organise une rencontre exceptionnelle à propos de celui que beaucoup considèrent comme un des plus grands philosophes du XXe siècle, en tout cas un des plus influents en France, Martin Heidegger, mort il y a 30 ans. Cette rencontre ici est unique, je le dis sans grandiloquence, c'est un fait, elle n'a jamais eu lieu. Mais jamais même elle a été possible. Heidegger avait adhéré au nazisme, tout le monde le sait, au moins dans la période d'avril 1933 à avril 1934, où il fut recteur de l'université de Fribourg, puis nommé Führer de l'université. On va tout raconter tout à l'heure. Mais nul ne conteste, je pense, le fait qu'il s'est associé pendant cette période à la politique du Troisième Reich. Il l'a servi de près, de loin, nous le verrons. L'a-t-il inspiré? Et plus tard, et quand, l'a-t-il combattu? Un philosophe doit-il rendre des comptes sur son engagement politique? Et si cet engagement est le plus condamnable, l'adhésion à l'époque du parti d'Hitler, et même si Heidegger a changé ensuite, faut-il faire subir à ses œuvres le même sort qu'à la propagande nazie? Et est-ce, grande question, à ses contemporains de le juger? En tout cas, je vous remercie les uns et les autres d'être ici et de participer à cette émission de Bibliothèque Médicis et d'essayer de nous éclairer au-delà des affrontements stériles, je dirais, en dépit de la passion que vous essayez assez mal de contenir les uns et les autres. Plus que jamais, la philosophe Monique Cantos-Sperber sera indispensable à mes côtés. Alors, voici deux auteurs radicalement et violemment opposés. D'abord, François Fédier, vous publiez chez Fayard avec 10 autres philosophes, Heidegger, virgule, à plus forte raison. Votre nom est attaché à l'apologie ou à la défense d'Heidegger que vous avez connu et que vous avez même fréquenté. C'est vrai. J'ai connu et j'ai fréquenté, et pour moi, cela reste un des grands moments de mon existence. Mon existence de philosophe, mon existence d'être humain. Et je suis évidemment tout heureux de pouvoir parler de cet aspect-là, qui n'est pas négligeable. C'est une longue et fidèle amitié. Sans aucun doute. Je me souviens d'avoir lu dans le journal d'Eugène Delacroix une phrase qui dit « Le véritable grand homme est bon à voir de près ». Je crois que je résume. Alors vous alliez le voir dans sa maison où il était avec sa femme Elfriede. Nous avons organisé. Vous aviez des conversations. Oui, nous avons organisé même des séminaires qui ont eu lieu en Provence, qui sont des moments très très importants de la réception de Heidegger en France. Vous le traduisez? Je le traduis, oui. Oui, et vous le défendez depuis toujours. Vous, Emmanuel Faye, vous publiez la réédition en poche, avec une nouvelle préface de votre livre qui avait fait énormément de bruit, même scandale, et pas seulement en France, dans toute l'Europe. Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, dans la biblio-essai. Et à vos côtés, l'historien Édouard Husson, qui est presque un familier de l'émission Bibliothèque Médicis. Vous étiez venu récemment, grand expert du Troisième Reich, et en tout cas de cette époque-là. À vos côtés, François Fédier, vous avez Pascal David, philosophe, qui vous enseignez la philosophie à l'université de Brest, et vous écrivez aussi sur Heidegger, on va le voir. Vous participez par exemple à ces cahiers d'histoire et de la philosophie Heidegger sous la direction de Maxence Caron, quelques philosophes, et puis aussi vous faites la notice biographique, on en parla tout à l'heure, de Martin Heidegger, grammaire et étymologie du mot être, introduction en la métaphysique, et c'est publié par Le Seuil. Nous allons essayer d'être simples pour la plupart des Français qui vont peut-être s'intéresser à ce que vous représentez. Pourquoi la France est-elle le seul pays au monde où s'affrontent, à propos d'Heidegger, des philosophes avec autant de violence, parfois de haine partagée, et très souvent les textes à la main comme des preuves? Pourquoi? D'abord François Fédier, puis vous. Écoutez, moi je dirais que c'est une
une chance que ce soit en France qu'un débat de ce genre se déroule, parce que ça voudrait dire que la France est encore un pays où l'on s'occupe de façon réelle des questions les plus importantes qui soient. Le débat que je souhaite est un débat qui met en cause des choses extrêmement graves. Et c'est pour ça que je trouve que ça se passe en France, ça signifie qu'on s'occupe encore de choses profondément graves, profondément réelles. Grave dans quel sens? Parce qu'elles mettent en jeu. Elles mettent en jeu, évidemment, une certaine conception de la vérité, une certaine conception de la philosophie. De la pensée. De la pensée, bien évidemment. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est très, 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 bon signe qu'un débat de ce genre se déroule en France. Et pourquoi cette fascination pour le philosophe allemand Heidegger? Je me permettrais de vous dire que je n'aime pas que l'on emploie à tort et à travers le mot fascination. Pour une raison très simple, c'est que le mot fascination est une attitude fondamentalement non philosophique. Donc si l'on est fasciné, aux mots utilisés au cours de cette émission. Si on est fasciné, on ne fait pas fonctionner la raison, la logique. C'est la raison pour laquelle le titre de notre livre s'appelle Heidegger à plus forte raison. Je tiens beaucoup à ce que l'on tente d'argumenter de manière raisonnable. En évitant les caricatures et la passion. Voilà. Est-ce que vous étiez déjà vus l'un et l'autre? J'ai rencontré M. Fédier en 95. Nous avons très brièvement discuté, c'était chez M. Jasserme, et je me souviens que vous m'aviez dit ce qui est remarquable dans l'œuvre complète, dans la Gesamtausgabe de Martin Heidegger, c'est que, disiez-vous, tout est bien. Alors je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu de voir ce qui est récemment paru dans cette œuvre complète, et je pourrais effectivement vous redemander si vous maintiendriez aujourd'hui cette affirmation. Pour le débat, il y a effectivement un débat international, pas seulement en France. J'ai eu l'occasion, depuis 1 an et demi que ce livre est paru, de discuter et de débattre en Allemagne, dans des universités allemandes, aux États-Unis, en Italie, en France bien sûr aussi. Il est vrai qu'il n'y a qu'en France qu'on trouve parfois un certain ton qui n'est pas dans notre livre. Eh bien, nous allons essayer de ne pas avoir ce ton, Emmanuel Faye. C'est tout à fait ce que je souhaite. Heidegger, Monique, d'abord, qui est-ce? Son parcours? Est-ce que vous donnez un certain nombre de lignes, ou je m'adresse à François Fédier et à Pascal David? Écoutez, adressez-vous à François Fédier. Mais laissez-moi vous dire d'abord qu'un constat s'impose, c'est l'influence considérable de Heidegger, de la pensée de Heidegger sur la philosophie française. Et dans des domaines de la pensée très différents. Il y a bien sûr ceux qui se sont attachés à l'œuvre de Heidegger, qu'on appelle communément en France les Heideggeriens, mais l'influence est exercée bien au-delà et bien ailleurs. On peut citer des noms. Chez Sartre, même si c'est au prix de ce qu'on peut considérer comme un contresens sur la philosophie de Heidegger, mais également dans toute la philosophie Althusser, Michel Foucault, et pourquoi même le poète René Char? Même le poète René Char. René Char est, à mes yeux, le plus grand résistant français au nazisme. C'est une bonne caution pour Heidegger. Je ne pense vraiment pas que Heidegger a voulu aller voir René Char parce que ça serait pour lui une caution. Je pense au contraire qu'il a voulu aller voir René Char parce que c'était un poète et qu'il était extraordinairement attentif à la parole poétique. Et le fait que René Char ait reconnu en Heidegger l'un de ses alliés substantiels me paraît être non pas une preuve, parce qu'il n'y a pas de preuve dans ces cas-là, mais il y a, je dirais, on devrait au moins avoir l'idée que c'est un indice pour se calmer et pour ne pas lancer des accusations folles. Le problème qu'on vous posera, c'est de savoir si, en dehors du travail sur Hölderlin, le poète allemand, René Char connaissait toutes les œuvres de
Heidegger, d'autant plus qu'elles n'étaient pas encore traduites et qu'elles sont loin d'être traduites. Alors, Pascal David, dans la notice biographique, vous dites, né le 26 septembre 1889 à Meßkirch, pays de Bade, entre la haute vallée du Danube, le lac de Constance, d'un père tonnelier, d'une mère qu'Heidegger disait d'une discrète sollicitude. Donc, il est né d'un milieu catholique et de gens simples. Et il est fils de sacristain, c'est Paul-François Paoli qui écrit dans le Figaro littéraire de l'autre jour que le petit Martin a été même enfant de chœur. Ce qui n'est pas encore déshonorant. Qui vous l'a dit? Non. Mais qu'est-ce qui a marqué son enfance? Ou qui a marqué son enfance? Ben, effectivement, comme vous venez de le dire, je crois que c'est un milieu simple, un milieu paysan, un milieu catholique, la proximité des lieux saints et de la maison natale, et les études qu'il a entreprises à partir de là, grâce à des systèmes de bourse, parce que le milieu familial qui était le sien ne lui permettait pas de suivre des études secondaires ou supérieures a fortiori, s'il n'y avait pas eu ses soutiens et ses bourses. Alors, vous dites le chemin des écoliers va le mener à Constance, à Fribourg, où il va prendre le grec, le latin, il va suivre des études importantes. Bon, on accélère, en 1923, il est nommé professeur à l'université de Marpaux, et l'année suivante, il sera recteur de l'université. Non, la décennie suivante. 10 ans plus tard, oui, en 33. Mais je voulais dire que c'est à ce moment-là, à quel moment il va connaître son élève Hannah Arendt, à quel moment? À Marbourg. À Marbourg, là. 24-25. Hannah Arendt, avec laquelle il aura une relation clandestine, une liaison qui va durer longtemps. Et ils se seront revus, je pense, après la guerre. Oui. Elle et les Juifs. Comment est-ce possible avec Heidegger, dont on dit qu'il était antisémite? Ben, ça n'est possible d'envisager de manière saine et sereine cette question que si l'on part d'un autre postulat que celui que vous venez d'indiquer. Et je me permettrai, j'ai peut-être mal entendu, mais j'ai cru entendre un lapsus dans votre présentation, tout à l'heure, au début de l'émission, lorsque vous avez dit que Heidegger, en 1933, a été Führer de l'université. J'ai peut-être mal entendu, mais c'est recteur. J'ai dit les deux. Ah, d'accord. Il utilise le terme de Führer, le recteur Führer. Alors, Führer a le sens de guide, couramment en allemand. En Si Allemagne, on à cette ainsi, époque, Führer, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça, c'est la touche de l'historien. Voilà. Non, il faut la préciser. philosophie aura besoin quelquefois de l'historien. On fera appel à Édouard Russon chaque fois qu'il le pourra. Sur l'histoire, Hannah Arendt était loin d'être la seule élève juive et élève tout à fait appréciée de Heidegger. Il y en a eu beaucoup d'autres. Mais ça, c'est une Weiss sorte de contradiction, de surprise. Beaucoup de philosophes qui l'ont présenté en France, qui l'ont soutenu, au moins dans les premiers temps, comme Jean Wahl, comme Emmanuel Lévinas, ont été, à un moment ou à un autre, influencés par Heidegger. Et un de ses maîtres sera Edmond Husserl, qu'il abandonnera peut-être à un certain moment, ou qu'il trahira, je ne sais pas, ou qu'il oubliera d'une manière opportune à l'époque, au moment particulier de la fin de vie de Husserl et de ses obsèques, non? Je pense que sur la question de Heidegger, il y a une distinction essentielle qui doit être faite. C'est la distinction entre l'œuvre même de Heidegger, avec tous les textes que nous pouvons tous lire, nous ne pouvons pas tous les lire, mais nous pouvons en lire un certain nombre, et puis la réception, l'influence qu'il a pu avoir. Il a eu des disciples, il a eu aussi très tôt des adversaires et des critiques, comme Günther Anders, qui fut son étudiant, mais qui très vite sera l'un des principaux critiques allemands philosophes de Heidegger, ou encore Adorno. Oui. Philosophe d'ailleurs qu'on redécouvre en ce moment. Günther Anders a écrit un gros livre über Heidegger, où il y a notamment une mise en parallèle très très précise entre Hitler et Heidegger, et je souhaite que ce livre, comme celui des philosophes critiques allemands de Heidegger, soit bientôt traduit en français. Mais alors, sur l'œuvre même, nous avons depuis 2 ans pour certaines lettres, 4-5 ans pour les cours que j'ai amenés, assez de textes pour pouvoir voir que Heidegger est animé par un dessin fondamental qui est porteur de toute son œuvre. Ce dessin, c'est celui de la domination radicale de ce qu'il nomme la Deutsche Rasse, la race allemande. Il l'exprime d'abord dans des lettres, il l'exprime ensuite dans ses cours. Et je vais quand même lire 2 ou 3 phrases de Heidegger qui placent ce que nous pouvons lire de lui. Dès octobre 1916, Heidegger écrit à sa future femme Elfriede:
l'enjuivement, Verjudung, de notre culture et des universités est effrayant. Et je pense que la race allemande, Deutsche Rasse, devrait trouver assez de force intérieure pour parvenir au sommet. Alors là, c'est un propos privé dans une lettre, mais dès que Heidegger pourra publiquement s'exprimer, c'est-à-dire dans ses cours des années 33-34, qu'est-ce qu'il enseigne à ses étudiants? Je lis dans le cours de l'hiver 33-34. Attendez, sur cette phrase de 1916, la lettre à la femme, il y a effectivement ces mots? Bien sûr, mais vous savez que Heidegger écrive une stupidité. C'est très possible. Ça, c'en est une. Mais dire que voilà la source de la pensée de Heidegger, c'est proprement insensé. Alors, ce que je dis, c'est Attendez, on laisse comprendre. Mais Édouard Husson, est-ce qu'à ce moment-là, dans l'université allemande, Heidegger était le seul? C'est 1916, 1916, c'est très important parce que c'est un tournant. C'est le moment où l'antisémitisme s'implante en Allemagne et l'antisémitisme qui va mener au nazisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je réagis en historien, Heidegger, on m'apporte ce document, Heidegger, professeur, philosophe plus tard, est très réceptif à l'ère du temps. Et alors c'est peut-être une bêtise, mais c'est quand même une bêtise très précoce. Donc il faut le regarder, je veux dire. Si je peux me permettre une simple remarque sur le débat français auquel vous faisiez allusion, ce qui me frappe, c'est comment on décontextualise la pensée de Heidegger. Le réflexe qu'on a sur la plupart des autres penseurs, c'est de les voir dans leur époque. Alors là, au contraire, on a tendance à vouloir lire cette pensée de manière atemporelle. Je vous donne un exemple très simple. J'en profite pour dire que pour moi, comme historien, le livre d'Emmanuel Faye est méthodologiquement irréprochable. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans son livre, c'est que quand il fait une traduction française, il donne toujours le texte allemand. Donc on peut vérifier. Et alors, je vous dis une citation. Donc de Einführung in die Métaphysique, un État, il est, en quoi consiste son être, en ce que la police d'État arrête un suspect. 1935. Si vous lisez l'allemand, die Staatspolizei, c'est la Gestapo. La Gestapo, c'est la Gestapo. Je veux dire, on peut dire après ça que cette pensée échappe à son engagement sous le nazisme. Je suis tout à fait prêt à en discuter. Je vais sortir d'ailleurs de mon rôle puisque c'est aux philosophes d'en trancher. En revanche, comme historien, je ne peux pas laisser dire que Heidegger n'a pas été viscéralement nazi de 1933, peut-être même avant, à 1945. Monsieur Fédier va répondre. Peut-être vous direz que c'est une nouvelle bêtise ou une mauvaise traduction. Allez-y. Monsieur Husson, historien, vous dites qu'il faut considérer les choses dans leur époque. Alors moi je vous demande, est-ce que l'on peut dire que ce qu'a dit de manière, et je répète, stupide, Heidegger en 1916, alors qu'il est encore étudiant, encore en train de chercher sa voie, il n'a pas encore trouvé sa voie, que c'est ça la clé de tout ce qui suit. Alors attendez une seconde parce que j'ai encore une chose à dire à propos de votre citation. Votre citation, bien sûr, s'arrête à l'endroit que vous dites, quand il dit l'État, est-ce que c'est le fait que la police d'État arrête un suspect? Et qu'est-ce qu'il y a après? Pourquoi ne citez-vous pas ce qu'il y a après? Ça, c'est une méthode. Et après, il dit, c'est évidemment pas ça. Ça ne suffit pas à faire un État, ça. Alors, ça, c'est la méthode constante de M. Faye. C'est-à-dire qu'il cite des textes qui sont évidemment scandaleux si on les arrête là où M. Faye arrête la citation. Mais ça fait quand même beaucoup de phrases scandaleuses. Mais non. Attendez, bon, on va pas. la police, on va pas s'attarder là-dessus. Mais je veux continuer. Il est nommé recteur à Fribourg, donc. Il n'est pas nommé, il est élu. Élu, c'est-à-dire ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous, ils sont du même milieu idéologique, les professeurs. Sinon, ils ne seraient pas là dans ce corps ou collège électoral. Non, attendez, il faut être horriblement précis. Le personnage, le professeur qui devait être élu recteur en 1933 est social-démocrate. C'est le professeur von Möhlendorf. D'accord, il devait être élu, et c'est von Möhlendorf lui-même qui est allé demander à Heidegger d'accepter l'idée qu'il puisse être élu recteur.
C'est parce que Hugo Hoth, grand historien, qui dit que von Moellendorff a été contraint à la démission sous l'amicale pression de ses collègues. Si vous parlez d'histoire, à ce moment-là, parlons des travaux qui ont été faits et le contexte de la nomination de Heidegger au rectorat est très précis. Soyons précis, horriblement, comme vous dites. Monsieur Husson, est-ce que vous acceptez l'hypothèse que toutes les études historiques ne sont pas faites avec, comment dirais-je, le souci premier de... Pourquoi je disais tout à l'heure, cette question met en jeu la vérité. Est-ce que la question est de démontrer a priori que Heidegger est nazi? Voilà la question. Sûrement pas, au contraire, c'est avec les textes. C'est avec les textes. Alors je reviens à la notice après. Voilà. Vous allez voir. La notice biographique de Pascal David. Vous dites, ayant commis une erreur d'appréciation sur la nature du régime qui s'installe en Allemagne fin janvier 1933, Heidegger, qui ne s'est jamais rallié toutefois à son idéologie et l'a même combattue, accepte d'être recteur de l'université de Fribourg en mai 1933 comme d'être inscrit sous certaines conditions au parti nazi, ce qu'il semble avoir compris alors comme une simple formalité administrative et nullement comme l'acte militant d'une adhésion. Vous vous rendez compte? Oui. Le nombre de... Vous dites c'est une erreur d'appréciation. Simplement. On peut se tromper. Il s'est jamais rallié à l'idéologie. Non. Vous confirmez? Je confirme. On va voir tout à l'heure s'il y a des textes. Il l'a même combattu, l'idéologie du Troisième Reich. Oui. Dans ses cours, entre notamment 1934 et 1945. D'accord. Des cours publiés aujourd'hui. C'est dans cette œuvre, c'est la première fois que je vois que deux éditeurs, Oui. vous savez lesquels, Alain Badiou et Barbara Cassin, disent qu'ils tiennent à se désolidariser de la notice biographique que, conformément au principe de cette collection, ils ont demandé à Pascal David de rédiger. Oui, parce que vous lui passez trop de choses à Heidegger? Ce n'est pas à leur honneur. Aux yeux de certaines personnes, on passe trop de choses. La question que je repose à l'historien, c'est aurons-nous la possibilité de dire tout ce qui a été dit et fait par Heidegger? Par exemple, je vais poser une question à Faut que je monsieur... réponde à votre question. Est-ce que je peux y Oui, répondre? allez-y, je vous en prie. Je vous donne un autre exemple. Là, c'est un texte que vous avez édité vous-même. Allocution à la cérémonie du solstice d'été du 24 juin 1933. Alors, il faut savoir, puisque je respecte les faits, il faut savoir que la cérémonie du solstice d'été est une cérémonie fondamentale pour l'adhésion au nazisme. C'était les étudiants nationalistes qui pratiquaient Nous sommes ça. en quelle année? C'était en 1933, le 24 juin. Que Heidegger se rende à cette cérémonie, c'est un geste d'allégeance extrêmement fort et c'est une adhésion à l'idéologie elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une adoration du culte du soleil, la volonté, un néopaganisme. Tous les SS devaient assister à ce genre de cérémonie. J'ai chez moi un tas comme ça de directives de la SS, chaque année, année après année, disant vous allez à la cérémonie du solstice. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, en rapport avec cette cérémonie-là, cette année-là, il y a eu un autodafé symbolique. On est dans quelque chose d'extrêmement lourd. C'est une adhésion au nazisme explicite. Après ça, Alors, la sa réponse de philosophie, François c'est autre chose. Fédier, et vous vouliez poser une question à Emmanuel Faye. Essayons de ne pas faire de caricature ici, Oui. et en même temps d'éviter, on ne va pas ouvrir une nouvelle fois le procès, il est engagé depuis longtemps. Mais d'abord, vous répondez à ce que dit Édouard Husson, et ensuite vous posez votre question à Emmanuel Faye. Nous sommes là au cœur de ce que Jean-Pierre Elkabbach vient à juste titre de souligner, à savoir ce que Pascal David appelle l'erreur d'appréciation. Ma question, monsieur Husson, est-ce que Heidegger, l'année suivante par exemple, où il y aura d'autres manifestations de ce type, est-ce qu'il y est allé? Alors, Heidegger n'y Ah, va ta pas réponse. une année suivante, mais par exemple, en 1935, il parle de la SS comme l'exemple même de la construction organique, la même SS qui participe à ces cérémonies. Bien sûr. Construction organique. Ah, écoutez, dans la langue allemande de l'époque, bien sûr que si. Il ne faut pas le décontextualiser. Attendez. Bon. Maintenant, on va écouter les philosophes. hein. Permettez-moi de dire quelque chose à propos de ce que vient de dire monsieur Et posez Husson. votre question à Emmanuel Faye, s'il vous plaît. Ce que vous dites là, ça voudrait dire que les expressions qu'emploie volontairement Heidegger dans un contexte, j'ajoute un contexte, où il faudrait quand même aller voir ce qu'il y a dans le contexte. Or, vous sortez du contexte et vous dites c'est une preuve d'allégeance, alors qu'en réalité, si vous prenez bien
l'ensemble de ce qu'a dit Heidegger, l'idée de construction organique de l'État, c'est quelque chose qu'il soumet à une critique fondamentale. Il n'est pas obligé de prendre cet exemple à cette époque. Comment pouvez-vous me dire s'il n'y a pas de meilleur exemple à prendre? La SS, c'est l'organe par excellence du régime nazi. Et construction organique dans ce contexte est positif chez lui. Alors, la question à Emmanuel Faye. Mais pourquoi dites-vous que c'est chez... Vous le savez mieux que moi. Ah, j'ai lu les textes, comme vous, en allemand, comme vous. Mais il les a traduits, il les a lus et traduits. Non. Je pense qu'on ne va pas pouvoir s'entendre. François Fédier. Alors, la question que vous voulez poser. La question, par exemple, alors, naturellement, Monsieur Faye n'a pas eu connaissance, puisque ça n'est pas encore publié, la publication des œuvres dont il prétend dans son livre qu'elle est entièrement faite pour dissimuler, etc. J'ai eu l'occasion de voir un texte écrit par Heidegger à l'automne 1934, dans lequel Heidegger déclare « Le national-socialisme est un principe barbare ». 1934. Alors évidemment, ça n'est pas encore publié. Alors, je vous dis simplement, faites-moi confiance, ça sera publié un jour. Alors, mais vous ne pouvez pas me faire confiance. D'accord. Très très important. Alors, allez-y. Oui. J'ai vraiment plusieurs choses à dire. Premièrement, Heidegger a effectivement été nommé recteur Führer le 1er octobre 1933 en vertu de la constitution nazie qu'il a contribué à élaborer avec le Gauleiter Wagner. Laissez-moi parler. Oui. Il a été élu, pas en février, il a été élu. Et nommé recteur en octobre. Voilà. Le deuxième point, maintenant. Vous citez, Monsieur Fédier, un texte qui se trouve dans les cahiers noirs. Les cahiers noirs, ce sont 33 cahiers que Martin Heidegger aurait écrits pendant 40 ans. Aurait, parce que je ne peux pas les voir si vous m'autorisez. Si l'exécuteur testamentaire, à savoir le fils Heidegger, m'autorise, comme j'en ai fait l'appel dans Le Monde, et comme j'étais relayé dans une revue allemande de l'université de Saarbrück par une quarantaine de chercheurs internationaux pour qu'on puisse voir ces archives, je pourrais à ce moment-là voir ces cahiers noirs. Pour l'instant, ce que je voudrais dire, puisqu'on parle de vérité, le fils Heidegger, car c'est lui dont il s'agit, vous en êtes en quelque sorte le mandataire en France. Le fils Heidegger, lorsqu'il a publié des textes de l'année 33, a affirmé au tome 16 que son père n'avait pas de tendance fasciste et qu'il n'avait voté en 32 que pour le petit parti des vignerons du Württemberg. Or, dans mon livre, j'apporte la preuve pour la première fois que Heidegger a voté dès 32 pour la NSDAP, pour le parti nazi, et il le dit dans une lettre inédite à Bultmann que j'ai pu consulter. Que se passe-t-il? Eh bien, aussitôt, le fils Heidegger est obligé de se rétracter, et dans une lettre à la Frankfurter Allgemeine, il dit effectivement, mon père a voté pour le parti nazi en 32, mais c'était obligé par sa femme Elfriede. Bon, alors, François Fédier, Heidegger lui-même a regretté son engagement. Oui. Quelle est, pour vous qui le connaissez et le connaissiez, quelle était la nature de ses rapports avec le régime nazi? Pour vous, aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, la nature des rapports de Heidegger avec le régime nazi a été une opposition philosophique. Après une adhésion? Après une adhésion dans laquelle il pensait à l'époque qu'il était possible de passer des compromis. Et ce que je dis moi, c'est que passer des compromis, ça n'est pas encore entrer dans la compromission. La preuve, c'est que quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas passer compromis sans arriver à la compromission, il s'est retiré. Oui, il n'a jamais été un ennemi déclaré du régime nazi. On ne l'a jamais vu dans la liste des résistants au Troisième Reich. Non, c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait clair. Je ne confonds pas les résistants comme René Char et le type de résistance qui est tout autre et qui est évidemment pour nous extrêmement difficile à comprendre dans la mesure où nous pensons qu'il aurait fallu, par exemple, faire des attentats, etc. Non. Il aurait pu faire comme son ami Karl Jaspers, l'autre philosophe allemand, grand philosophe, oui,
qui est parti à Bâle, en Suisse. non, mais monsieur, c'est vrai que mais lui monsieur- avait une monsieur épouse El Kabbach. juive, Gertrude Mayer, et qu'il est allé à Bâle. Monsieur El Ce Kabbach. que Heidegger lui a reproché dans une lettre qui a été publiée récemment en Oui. français. Non, Non. c'est pas tout à fait exact. Jaspers est resté pendant toute la durée du nazisme et de la guerre à Heidelberg. Il est parti à Bâle après la guerre, pas avant la guerre. Est-ce que vous savez, Monsieur Fay, est-ce que ce que je dis est vrai? Plus exactement, Monsieur Husson, puisque vous êtes Je vais historien. donc répondre à votre question. Ce qui est important là, c'est comme puisque vous parlez des preuves de vérité et que vous dites ce qu'il faut voir dans les textes, moi je prends un texte qui a été publié seulement en 2001, c'est le cours donc de l'hiver 33-34. Et que dit Heidegger? Il dit que lorsque le Führer aujourd'hui parle toujours de l'éducation pour la vision du monde national-socialiste, ça ne veut pas dire n'importe quel slogan, ça signifie la mutation totale de l'existence de l'homme. C'est le combat même où se décide, dit-il, qui sera l'esclave et qui sera le maître. Et ajoute Mais il le dit Heidegger, pour l'approuver ou pour le condamner? bien sûr, bien évidemment. Il l'approuve, il dit, et il le souligne, c'est un projet mondial, Weltentwurf, c'est une mutation totale, Gesamtwandel. Et Heidegger va beaucoup plus loin encore dans ce texte. Il affirme deux choses qui me font dire et soutenir, d'après les textes, que le projet de Heidegger esquissé dans sa lettre de 1916 est ici explicitement un projet de domination de la race allemande et d'extermination totale du juif assimilé dans le peuple allemand. Je dois lire les deux textes qui prouvent cela. Dans le premier, Heidegger parle, je cite, c'est page 89, de conduire les possibilités fondamentales de l'essence de la souche originellement germanique jusqu'à la domination. Et c'est presque une citation de ce que Hitler dit dans Mein Kampf, lorsqu'il dit qu'il veut conduire les éléments raciaux originaires du peuple allemand jusqu'à une position dominante. Et ce n'est pas seulement une domination dont parle Heidegger. Que dit-il? Il dit à ses étudiants, pour que l'existence ne soit pas hébétée, eh bien, il faut identifier l'ennemi, non pas l'ennemi hors de l'Allemagne, mais l'ennemi greffé sur la racine de l'existence du peuple allemand. Et pourquoi l'identifier? Avec pour but, dit-il, völlige Vernichtung, son extermination totale. Alors, nous là, avons maintenant François ce texte. Fédier, vous avez l'air accablé parce que vous venez d'entendre, mais allez-y, Non, allez-y. Je ne suis pas du tout accablé par ce que je viens d'entendre. parce Et que après, on va nous entendre Pascal avons- David et Monique. Nous avons répondu dans le livre En à cette détail. argumentation. Il y a 600 pages. Mais vous, là, Oui, sur ce plan, qu'est-ce que sur vous voulez ce lui point, dire? eh bien, il faut se référer à Voilà. ce que l'on dit. Tout ça est un mélange. Redites-le, c'est Oui, intéressant oui. pour le débat. Attendez, mais il est en train de dire, c'est un mélange. C'est un mélange dans lequel tout finit par renvoyer à tout, et on peut. Extermination totale, ce qui est greffé sur la racine de l'existence du peuple. Je peux les lire en allemand. Non. c'est- Pour ceux qui n'iront pas lire les 600 pages, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds encore une fois que c'est une manière de lire qui prend les termes d'une. C'est en philologie. Ah, vous n'êtes pas philologue, mais en philologie, on parle d'une lectio pessima. Et savoir la lecture la pire possible. Voilà la Mais méthode attendez, de M. je Fay. veux dire, il les a prend écrites, ces phrases. Alors, Monique, pourquoi il a provoqué ce tremblement de terre dans la pensée? Pourquoi et à partir de quand? Alors, Monique. Mon sentiment sur cette discussion est que juger un philosophe, l'incriminer et lui faire un procès est une chose très grave. Alors je crois qu'on peut distinguer entre trois catégories. D'abord ce que Heidegger a fait, ensuite ce qu'il a laissé faire, et pour terminer ce qu'il n'a pas fait. Alors, en résumant, premièrement, ce qu'il a fait. Alors il y a à charge, très incontestablement, d'après Hugo Hoth, ces lettres de dénonciation qui sont écrites à la machine par Heidegger lui-même, semble-t-il. Enfin, du moins, c'est la thèse de Hugo Hoth, et qui dénonce deux philosophes, collègues de l'université de Fribourg. Il y a également sa signature au plébiscite, deux plébiscites organisés par Hitler, aux lettres de soutien. Mais enfin, encore une fois, il n'était pas le seul à le faire, et toute l'université allemande, enfin en tout cas à peu près toute l'université de Fribourg, l'a fait, y compris les plus grands, qui ne sont pas, eux, l'objet d'un tel procès. Donc, et puis il s'est entouré de personnages vraiment très très peu recommandables et qui ensuite sont devenus des nazis notoires, et d'ailleurs dont certains ont été jugés à Nuremberg. Ensuite, ce qu'il a laissé faire. Eh bien, qu'a-t-il laissé faire? Il a laissé en effet ses collègues juifs être écartés de l'université, bon, sauf deux dont il a pris la défense.
Il a laissé faire des autodafés de livres. Personne n'a démontré qu'il y avait assisté, ni même qu'il les avait commandés, mais il les a laissés faire. Mais combien de choses, combien de personnes ont laissé faire au même moment? Si vous voulez, ceux qui se sont engagés sont quand même une extrême minorité, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, troisièmement, ce qu'il n'a pas fait. Bien, que n'a-t-il pas fait? Il ne s'est pas rétracté publiquement, il n'a pas exprimé publiquement ses regrets. Mais pardonnez-moi de considérer, pour moi qui respecte avant toute chose la liberté de penser, que à chacun de choisir. Donc, s'il exprime ses regrets ou s'il ne les exprime pas, on ne peut pas imposer à un philosophe de regretter quelque chose, Alors, en tout cas de le faire Fédier. publiquement. Heidegger ne s'est pas rétracté publiquement tout simplement parce que pendant toutes les années qui vont de son retrait du rectorat jusqu'à la chute du nazisme, il a, à sa manière, tenté, peut-être cela n'a aucun effet immédiat, mais il a tenté de penser de telle manière que ses étudiants comprennent que ce qui se passait pendant ce temps-là était une abomination. Voilà mon opinion. Alors, ça, c'est une opinion que Après la j'aimerais bien- guerre, il est interdit d'enseignement, on l'écarte de toute l'université allemande, et ce sont ses pairs qui l'ont condamné, même si vous dites que c'était sous les autorités françaises qui ont fait appliquer ce que les Allemands avaient dit. Un an avant sa mort, Heidegger a programmé la publication intégrale de ses œuvres, parce qu'il y a 100, 108, 110 volumes. Il y aura 102 volumes et il y en a 67 parus, dont ce volume programmé par Heidegger. C'est-à-dire que non seulement il ne désavoue pas son nazisme, mais il transmet aux générations futures, c'est-à-dire à nous et à nos enfants, ces textes sans aucun repentir, sans aucune note de regret, où, nous le savons depuis 2001, il préconise l'extermination totale de l'ennemi intérieur. Et ce texte est tellement accablant que j'y consacre un chapitre entier, le chapitre 6 de mon ouvrage. Et ce chapitre n'est d'ailleurs pas un instant discuté, Est-ce que je peux contrairement à ce vous que demander disiez pourquoi, dans ce livre. pourquoi cette obsession de Heidegger? J'ose pas dire pourquoi cette haine ou cette sorte de traque constante à Heidegger. Alors, là, allez-y. je pense que la question d'une obsession de Heidegger doit être posée pour à ceux vous-même. qui, depuis 40 ans ou 50 ans, sont dans une sorte d'allégeance à son égard. Pour ma part, si vous voulez, j'ai fait de toute autre recherche, et c'est il y a 5 ans que, découvrant un séminaire inédit de 35, parce que lorsque j'étais étudiant, l'on me disait, et c'est ce que disait M. Fédier, qu'il y avait eu une compromission de circonstances de Heidegger. Et voilà que en 77, je faisais un mémoire sur Heidegger à la Sorbonne. Je vois le testament de Heidegger, c'est-à-dire son entretien au Spiegel. Et que dit-il dedans? Que laisse-t-il? Il dit « Les nationaux-socialistes sont allés dans une direction satisfaisante en ce qui concerne la relation de l'homme et de la technique. » Alors, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, si c'est ça qu'il nous laisse, ça contredit tout ce que l'on prétendait en France. Il y a des pans Et entiers c'est de son œuvre qui sont méconnus, qui restent méconnus. Cette relation de l'homme et de la technique, je veux dire, ce qui est terrible, c'est que maintenant nous savons qu'en 49, dans une conférence, À Brême. Heidegger à Brême a osé dire la chose suivante. Il a osé dire, et c'est une phrase si grave qu'il l'a surtout supprimée quand il a publié au début des années 60 sa conférence. Il a dit: l'agriculture est aujourd'hui une industrie alimentaire motorisée, dans son essence le même que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz. Et avec une phrase aussi terrible, qu'a-t-il voulu faire? Eh bien, d'une part, il nie complètement l'intention génocidaire des nazis, comme pour faire oublier qu'il a lui-même appelé à l'extermination. Et d'autre part, c'est la défaite des nazis en 44-45 qui a stoppé la destruction des Juifs vous d'Europe. vous êtes opposé radicalement et pour toujours à Heidegger. Vous me direz ce qu'il faut, Mais faire. pas Mais on du va tout. les laisser Je répondre. voulais juste vous dire un point. Je n'avais pas du tout la même... Bon, j'étais tout à fait consterné, plus que concerné par ce testament du Spiegel, mais c'est seulement depuis 5 ans, depuis ces textes, que je découvre jusqu'où est allé dans son œuvre même, dans sa pensée, c'est ça qui est important, le nazisme de Heidegger. Et donc mon livre est fait non pas pour revenir sur des faits établis par les historiens et qu'il faut rappeler, visiblement, mais pour venir au cœur de son œuvre. Pourquoi à partir des mêmes textes tellement différents? Vous avez l'air consterné, alors Je ne allez-y. suis pas du tout consterné parce que ce que Heidegger écrit reste à interpréter et c'est la grande lacune des écrits de M. Weill. Et je signale que la phrase qui vient d'être citée sur le même, qui n'est justement pas la même chose. Ça n'est justement pas ce qui revient au même, c'est effectivement le même, dasselbe. En allemand, il y a 4 pages de commentaires de Gérard Guest dans cet ouvrage qui parle d'une mêmeté différenciée. Alors, et vous, François Fédier? Je ne peux pas dire autre chose. Moi, ce qui m'étonne, c'est que il y a
une sorte d'obstination à vouloir prouver quelque chose que je ne peux absolument pas accepter. Oui. L'extermination des Juifs européens par le régime nazi est une abomination. Là, c'est Fédier qui Et on le dit. me traite, moi, de négationniste, monsieur. Fédier. Ah, Hein? vous l'avez. Alors, je vous prie, monsieur, de faire très attention à ce que vous allez dire maintenant. Monsieur Fédier, Oui. il est très important que le public sache que vous avez écrit un texte qui s'appelle Mécanique de la diffamation, Oui. dans lequel vous avez des propos sur Jean Beaufret et sur les chambres à gaz et sur Maurice Bardèche qui sont extrêmement troublants. Ce texte est tellement troublant, je vais vous poser la question, que ni Antoine Gallimard ni Fayard ne l'ont publié. Or, je constate que depuis le 25 janvier, vous l'avez rendu public sur Internet. Oui. Donc je voudrais savoir, n'est-ce pas, je souhaite bien que Pas de vous procureur déniez... ici, Emmanuel Non, Fay. mais je Vous sais lui bien posez une comprendre. question à M. Je vous Fédier, pose va la question, répondre. oui. Je pense que vous Parce que c'est quand même refusez grave d'être toute attaqué. dimension négationniste, n'est-ce pas? Bien Tout propos évidemment. négationniste. Votre Bien réponse. évidemment. Bien évidemment, c'est ce que je viens de dire. De la manière la plus ferme. La Et plus c'est pas parce que ferme. vous traduisez, vous soutenez Et Heidegger. attendez, je voudrais quand même demander à M. Fay, puisqu'il a cité cette phrase, il dit la fabrication de cadavres dans des chambres à gaz et des camps d'extermination, par quel miracle d'interprétation pouvez-vous dire que c'est un propos négationniste? Je n'ai pas dit ça de ce propos. Ah, vous n'avez pas dit ça. Le problème du négationnisme, non, je n'ai pas parlé de négationnisme pour les Vous avez chambres à parlé gaz. de à ce négationnisme propos. ontologique. Bien sûr, Oui, c'est beaucoup qu'est-ce plus que grave. c'est que- C'est à propos de l'autre texte. Mais Vous vous avant- gargarisez, Non, monsieur. Monsieur Jean Beaufret, Oui. le 22 octobre Écoutez, 1978, a C'était écrit un à des plus grands Forisson. disciples français de Heidegger que vous avez très bien connu. Laissez-le parler. Monsieur Beaufret a Il y a écrit, tellement de choses à dire. a Oui. écrit au négationniste que nous connaissons, Robert Que Forisson. nous connaissons. Oui, Que nous connaissons. nous savons qui Est-ce que Jean Beaufret, en 1978, connaissait le négationniste Forisson? Bien entendu, puisque Forisson venait de publier dans l'Express des textes accablants où il disait la bonne nouvelle, je dois rappeler les faits pour répondre à votre question. Le commissaire aux questions juives d'Arquier de Pellepoix Donne une interview à l'Express, il était en exil en Espagne, ça fait un scandale, etc., etc. Et alors, quelles à conséquences? Auschwitz, on n'a gazé que des poux, cette chose effroyable. Et que dit à ce moment-là M. Forisson? Il dit que, eh bien, les chambres à gaz et l'extermination sont un seul et même mensonge. Et il dit c'est la bonne nouvelle. Il le publie dans des lettres au matin à l'Express. Et à ce moment-là, M. Alors, Beaufret réponds. lui écrit et dit j'ai fait le même chemin que vous et me suis rendu suspect pour avoir fait état de même doute. Et M. Goethe, lorsqu'il a vu cela, Il est a un dans la historien préface de allemand. son livre dit quelle ombre cela portait sur Alors. cette réception de Heidegger. Alors, Et voilà, monsieur, c'est là qu'il y a là, négationnisme. ce qui est formidable, c'est que vous pouvez vous expliquer l'un et l'autre Voilà. en direct avec nous sur Bibliothèque Voilà. Médicis. Alors, monsieur Alors, Fédier. j'ai publié en 1995 un texte dans un livre qui s'appelle Regardez voir, qui s'appelle Lettre à Monsieur Hugo Hoth, dans laquelle j'explique mon point de vue. C'est-à-dire, 1. Jean Beaufret n'a jamais assimilé ce que vous venez de dire tout à l'heure, à savoir la phrase de Forisson, un seul et même mensonge. Je me souviens d'avoir parlé avec Jean Beaufret de cette question dans laquelle il m'a dit le fait de l'extermination est indubitable. Par conséquent, je le dis. Et vous allez me traiter naturellement de tous les noms. Non, peut-être pas. Ah bon, Peut-être ouais, qu'il ne espérons. recommencera pas à vous traiter de révisionniste ou de négationniste, non? Ou vous continuez? Non, je n'ai jamais traité M. Fédier de négationniste. Ce que j'ai dit, c'est que vous défendez une position qui est celle de Jean Beaufret, et cette position est explicitement négationniste. Alors non, C'est ça elle n'est qui est pas grave. explicitement Jean négationniste Beaufret. pour la simple raison que quand un individu écrit dans une date donnée, monsieur l'historien, une date, 1978, j'ai fait état des mêmes doutes. Si l'on dit ces doutes, cela revient à ce qu'a dit Forisson ensuite, on est en train de faire une carambouille. Alors, bon, à la même alors, époque. on Il a dit essaie à la d'avancer. même Qui époque. peut me dire en quelques phrases, et c'est scandaleux, ma question est scandaleuse, la pensée de Heidegger?
Pourquoi? Alors je peux vous dire, la pensée Pourquoi de Heidegger sur ce point, c'est que... Alors pas sur ce point, en Non, général. non, En général. Il n'y a pas Pourquoi de... il a influencé tant de philosophes? L'une des choses les plus étonnantes... Parce que je voudrais rappeler qu'ici, en dehors de l'historien Édouard Huchon, il n'y a que des philosophes. Et quand on vous entend, on se dit, ils sont quelquefois vifs, pour pas dire assez véhéments. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de Heidegger depuis 1927? Sein und Zeit, être et temps, ou l'être et le temps. Être et temps. L'une des choses les plus commotionnantes de la pensée de Heidegger, c'est effectivement qu'un grand nombre de nos notions habituelles deviennent littéralement obsolètes. C'est-à-dire, par exemple, la distinction entre le général et le particulier. C'est pourquoi je dis, c'est mon opinion, que la question que nous sommes en train de traiter en ce moment, à savoir cette question, comment Heidegger pense-t-il l'extermination, est une question de la plus grande importance et de la plus grande gravité. C'est pourquoi elle est posée je dis ici. Que ce que nous permet de penser Heidegger aujourd'hui, c'est que le phénomène de l'extermination n'est pas réductible à tout ce que l'on est en train de dire en ce moment. C'est un phénomène qui est significatif de l'état du monde dans lequel nous nous trouvons. Si vous prenez la 4e de couverture de notre livre... Oui, le nihilisme. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement... Je vous demande simplement de lire la dernière phrase. Voilà, cette pensée, n'en déplaise à ses contempteurs, est probablement encore à ce jour l'une des seules capables de nous permettre de faire face à un nihilisme dont le déferlement est loin d'avoir pris fin avec l'effondrement du nazisme en 1945. Voilà, ça c'est le point fondamental. Je vais dire un mot très important. Et court, Monique. Qu'enseigne en 1936 dans son cours sur Schelling Martin Heidegger, il écrit ceci: Mussolini et Hitler ont opposé un contre-mouvement au nihilisme en s'inspirant de Nietzsche. Donc pour lui, le nazisme de Hitler et le fascisme de Mussolini sont ce qu'il loue, ce dont il fait l'apologie en 1936, comme s'opposant au nihilisme. C'est tout à fait cela qu'il faut retenir. Est-ce que ce qu'il a écrit en 1936, je ne sais pas à quel âge, le marque définitivement pour toute la vie? Ça n'est même pas ça. Ah bon? Il est tout à fait clair que quand on est dans un régime... Excusez-moi. Monsieur Fédier, au contraire, je suis là pour ça, si je puis dire. Quand on est dans un régime totalitaire, il faut observer un certain type de langage. Et ça, c'est la grosse difficulté dans laquelle M. Fay est tombé, le malheureux, des pieds à la tête. Il est obligé de parler, Heidegger, en faisant attention à ce qu'il dit, et en particulier c'est toute la problématique que décrit Léo Strauss. Léo Strauss dit, quand on est dans une période où l'on ne peut pas écrire autrement, il faut écrire entre les lignes. Tous les textes de Heidegger pendant le nazisme sont écrits entre les lignes. Comme déjà il était compliqué, c'est lui qui dit quelque part, oui c'est un auteur difficile, se rendre intelligible est suicidaire pour la philosophie, ou est suicide pour la philosophie. Oui, alors là, c'est vrai que quand on lit ces textes, on essaie... Se rendre intelligible au sens de la divulgation, sinon même de la vulgarisation. Alors, on va voir ce qu'il faut, Monique. Donc, si j'essayais de répondre à la question que vous avez posée, mais qu'est-ce qu'il y a de si grand philosophiquement à retenir de la pensée de Heidegger? Et là, je parle en dehors des cercles des personnes qui ont beaucoup travaillé cette œuvre. Monsieur Fédier et Monsieur David en sont infiniment plus spécialistes que moi. Mais la grande idée de Heidegger, présentée à coups de serpe en quelque sorte, c'est d'avoir concentrer les significations philosophiques dans une expérience fondamentale, ce qu'il appelle l'existence authentique, de s'être arraché aux philosophies de la subjectivité, d'avoir expulsé en quelque sorte toute la ratiocination morale de la liberté du sujet, et donc d'avoir complètement décentré la philosophie telle qu'elle était pratiquée. Enfin, Husserl l'avait déjà commencé, mais telle qu'elle était pratiquée avant lui. Et il y a là, mais qu'on soit amateur de philosophie heideggerienne et amateur au sens fort ou pas, il y a là une intuition philosophique d'une très grande profondeur et qui, de manière incontestable, explique l'influence que Heidegger a eue dans la pensée les écoles différentes, et dans des écoles très différentes, qu'il s'agisse d'Hannah Arendt, de Sartre, de Lovide, de Anders même, qui était aussi un élève de Heidegger.
ils ont été très nombreux à reprendre cette idée-là et à la subvertir, à la transformer, mais après tout, c'est à ça qu'on mesure la fécondité d'un philosophe. Alors maintenant, venons-en à la manière dont cette pensée est exprimée. Pour une part, elle est exprimée dans un vocabulaire qu'on retrouve quand même chez beaucoup de philosophes de la même époque. En tout cas, de philosophes allemands. Mais même Jaspers, dans les lettres que Jaspers écrit à Heidegger après avoir reçu ses essais antérieurs, il approuve cette manière de faire. Alors, donc, Pascal David. Mais par ailleurs, je voudrais insister. Laissez-moi terminer. Il y a quand même en effet une terminologie, parfois des expressions qui, sinon, laissent pantois et du moins, ou alors font frémir. Ça, c'est aussi incontestable. Alors, donc les deux sont présents. Pascal David. Oui. Alors un mot simplement et très très brièvement et succinctement, je crois qu'une réponse qu'on peut donner à la question que vous avez posée portant sur l'importance de Heidegger dans la pensée, et c'est une phrase de Heidegger qui dit que ce qui donne le plus à penser dans notre temps, qui donne à penser, c'est que nous ne pensons pas encore. Mais je voulais revenir sur ce problème de l'extermination dont parlait non. Mais si, parce que ce n'est pas un concept philosophique, c'est une réalité humaine, historique effroyable. Et si l'extermination des Juifs d'Europe a pris fin, c'est parce que les nazis ont été battus. Ce n'est pas parce que Heidegger a conçu une pensée de la technique qui s'y oppose. Et je ne comprends pas comment vous pouvez, Monsieur Fédy, aujourd'hui défendre Jean Beaufret, alors que vous lui accordez... On ne fait pas le procès de Jean Beaufret, il est mort. Et vous avez déjà répondu. Puis on parle d'Heidegger. Qu'est-ce qu'il a apporté à la pensée, ou alors vous estimez qu'étant donné le lien que vous dites avec le nazisme, il faut brûler Heidegger ou ses œuvres. Heidegger, qu'est-ce qu'on en fait? Détruit radicalement la notion d'homme. Dans un cours de 42, il dit « Je ne parle plus de l'homme en général, ni de l'homme individuel ». Oui, mais alors que met-il à la place? Il met la souche, la Deutsche Stamme, la race allemande. C'est une thèse philosophique. Moi, je ne la partage pas du tout. Mais je constate que sous une forme ou une autre, elle a été reprise, recyclée, comme on dirait aujourd'hui, dans d'autres types de philosophie. Cet anti-subjectivisme radical, cette volonté d'anéantir toute espèce de donation de sens à partir de la subjectivité, c'est quand même la marque de fabrique de la philosophie moderne. Et même contemporaine. Il n'y a pas que Heidegger qui l'ait utilisé philosophiquement. Ce qui me frappe, et je comprends parfois l'extrême surprise et même effarement qu'on ressent devant certaines expressions. Enfin, il est incontestable aussi que ce n'est pas Heidegger qui a programmé l'extermination, ce n'est pas lui qui en a eu l'idée, ce n'est pas lui qui, à quelques degrés que ce soit, a accompli cette horreur. Quand vous dites qu'il a préparé le ralliement des esprits à la cause de l'extermination, c'est aller un peu loin. On n'a pas des preuves qui montrent l'effet causal qu'a eu l'œuvre d'Heidegger sur le ralliement des esprits. Et moi, ce qui me laisse perplexe pour terminer, c'est ce que signifie l'expression de philosophie nazie. Car, philosophie, ça veut quand même dire réflexivité, critique, prise de distance. Le nazisme, c'est tout à fait autre chose. C'est l'introduction du nazisme dans la philosophie, donc dans la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça veut dire, je reprends ma question, qu'il faut interdire ces œuvres, les brûler, empêcher les prochaines traductions? Non, alors, je dis que Heidegger a introduit le racisme du nazisme sous couvert de termes philosophiques comme vérité de l'être, existence de l'homme, historicité. C'est ça qui est grave. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir avoir accès à tous les textes, ne pas devoir attendre 20 ans et nous en tenir à la bonne foi de l'exécuteur testamentaire. Il faut voir ces textes. Ceux qu'on a déjà sont accablants, année après année. C'est-à-dire que vous pourriez changer d'avis? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand tous les œuvres seront sur la table. Mais Monsieur El-Kabbach, ce qu'il faut voir, c'est que je suis un parmi beaucoup d'autres chercheurs. Il y a en Allemagne, il y a Reinhard Linde qui a fait un livre extraordinaire en 2003 qui est encore beaucoup plus sévère que moi. Traduisez. Oui. Je veux dire. Il y a aux éditeurs. Il y a Johannes Fritsch qui a fait une comparaison, un grand philosophe allemand qui a fait une comparaison entre les textes de Mein Kampf et les textes des traitants. Il y a aussi Gregory Fried qui a fait cela. Mais oui, nous sommes tout mais un de l'autre très grand côté, nombre vous avez aussi des philosophes. Vous avez eu Vidal-Naquet à vos côtés. Ils ont un certain nombre de philosophes et d'historiens. Alors, est-ce que l'historien peut faire une remarque sur le débat, observer les philosophes? Oh là là, critiquez pas trop. On nous dit, et je veux bien le croire, que Heidegger a une pensée extrêmement profonde, une pensée qui mérite d'être regardée. Très bien, mais ça n'est pas une raison pour humainement dire que ça le disculpe de ce qu'il a fait. Et quand vous dites que dans une société totalitaire, il est normal